une jeune fille qui est en arabe, mais là encore, il y a une étudiante qui est toujours habillée en kimono. Donc, Monsieur Terashima, s'il vous plaît, j'ai pris ma retraite au mois de mars dernier. Donc, jusqu'à cette date, j'étais professeur pour les futurs enseignants de l'anglais. J'ai passé régulièrement 1 mois ou 2 mois aux États-Unis pendant mes vacances et pendant lesquelles je vivais complètement en anglais. Un jour, je me suis rendu compte que ce n'était pas bien. J'ai eu tout d'un coup une réaction très critique à l'égard de ce qui faisaient les États-Unis. Et certaines personnes pensent simplement que j'essaye de me faire valoir avec ce que je fais. Et à l'occasion de mon anniversaire de 60 ans, je me suis convertie en kimono. Donc d'ailleurs, j'avais déjà déclaré aux étudiants mon intention de me convertir en kimono. Et les étudiants m'ont donné comme cadeau d'anniversaire un éventail tout à fait traditionnel. C'est ainsi, voilà, donc je suis souvent habillée en kimono. J'ai peur que ça prenne trop de temps là, dans mon intervention. Je n'ai jamais trop aimé la cravate. Pourquoi on doit se serrer le cou comme ça, volontairement avec ce genre d'accessoires? Je trouvais ça ridicule. Donc, je détestais la cravate depuis longtemps. Donc, je voulais me libérer de ça. Et depuis que je suis en kimono, c'est très pratique. Ça m'a soulagé du mal du dos que j'avais. Puis c'est très facile de s'habiller et se déshabiller. Alors je me demande bien pourquoi les Japonais volontairement se mettent à s'habiller à l'occidental, avec une cravate par exemple, pour se serrer le cou. Et d'ailleurs, ça ressemble beaucoup aux attitudes des Japonais dans beaucoup de domaines à l'égard des États-Unis. Voilà, donc une petite histoire anecdotique. Donc, je reviens au sujet de mon intervention maintenant. J'ai remis un petit résumé et donc je ne vais pas lire la totalité du texte. Donc, je commence. Et là, il faut que je m'excuse auprès de l'interprète parce qu'au fur et à mesure que j'insiste à des interventions des autres, il me faut modifier un petit peu le contenu de mon texte. Donc, dans l'Union européenne, on parle du plurilinguisme ou du cadre européen commun de référence. Mais l'université japonaise semble prendre une direction tout à fait opposée. L'anglais monopolise l'enseignement des langues étrangères au détriment des autres langues comme le français ou l'allemand, qui était traditionnellement qui avait un statut de deuxième langue étrangère. Donc, les Japonais pourraient apprendre davantage le chinois, le coréen, le russe, le portugais, la langue des immigrés brésiliens d'origine japonaise, mais ils sont complètement relégués à la périphérie. Et les professeurs des filières scientifiques réclament l'enseignement exclusif de l'anglais. Et depuis que les anciennes universités d'État sont passées à la gestion autonome, cette tendance se renforce. Même l'instance dirigeante exige que chaque étudiant passe le TOEIC. Donc,
je voudrais poser une interrogation. La compétence en anglais est-elle égale à la compétence en matière de recherche ou encore en puissance économique ou en connaissance ou la connaissance internationale? Détruire ce genre d'illusion. Donc la première interrogation, la compétence en anglais signifie pour certains, pour beaucoup même, la compétence en matière de recherche. D'ailleurs, la politique éducative du Japon est dotée d'un grand axe, c'est-à-dire former les Japonais qui maîtrisent l'anglais. Alors, si une telle affirmation était juste, le professeur Masukawa, qui n'est pas du tout anglophone, n'aurait jamais été récompensé par le prix Nobel de la chimie, et encore professeur Suzuki ou Negishi, deux prix Nobel de la chimie de cette année. Il n'aurait jamais appris l'anglais à l'école primaire et même au collège, il n'aurait jamais appris l'anglais d'une manière pratique. Ça me paraît un peu normal parce qu'il ne suffit pas de comprendre, parler japonais pour comprendre la physique et la chimie. Il faut savoir suivre la logique et comprendre les formules mathématiques ou chimiques. Donc, quand on parle de la compétence en matière de recherche, il faut former la compétence en sa langue maternelle pour suivre la logique. Et ensuite, la connaissance des mathématiques sont importantes. Il faut comprendre les mathématiques pour parler de l'économie et les produits financiers dérivés sont inventés par des gens diplômés de la faculté d'ingénierie. Ils ont bâti l'ingénierie financière sur des connaissances très poussées des mathématiques comme équations différentielles. Et les étudiants sortant de l'université de la faculté de technologie de l'université de Tokyo sont embauchés par le milieu financier, ce qui fait craigner aux professeurs l'effondrement du secteur manufacturier du Japon. Il y a d'abord une stimulation scientifique qui doit ensuite motiver la maîtrise de l'anglais. Donc à l'université, il faut d'abord former la compétence essentielle, que ce soit le japonais ou les mathématiques, en disposant des cours stimulants qui éveillent la curiosité des étudiants. Monsieur Akira Suzuki, dont je vous ai évoqué tout à l'heure, il a d'abord été orienté, il était penché sur les mathématiques, et c'est la rencontre avec un livre de chimie très passionnant et qui a complètement modifié son chemin. Donc, ce n'est pas les cours de préparation pour TOEIC ou les cours de conversation en anglais qui va donner une telle motivation. La compétence en anglais, je vous rappelle encore une fois, n'est pas du tout égale à la compétence en matière de recherche. Alors maintenant, la compétence en anglais est égale à la puissance économique. Récemment, une entreprise japonaise a pris une décision de faire de l'anglais sa langue officielle. Mais si la maîtrise d'anglais est synonyme de puissance économique, pourquoi aux États-Unis il y a tant de problèmes financiers, pourquoi il y a tant de sans-logis, pourquoi il y a tant de queues, tant de gens qui font la queue pour recevoir des coupons pour nourriture. En septembre dernier, 95 000 personnes ont perdu leur travail. Le taux de chômage n'est pas en dessous de 9,6%. Donc, ce chiffre ne tient compte que les gens qui cherchent le travail. Donc le vrai taux de chômage doit être beaucoup plus élevé. Il y a même des gens
qui ont commis un petit délit, mais qui sont ensuite emprisonnés parce qu'ils ne peuvent pas payer leur contravention. Et le nombre de gens qui ne peuvent pas sortir de prison augmente. Et d'ailleurs, aux États-Unis, les prisonniers doivent payer leur repas, leurs cellules et les frais médicaux. Donc, les entreprises sachant faire travailler gratuitement les prisonniers sont les bienvenus. Mais est-ce que c'est vraiment la puissance économique? Certains économistes vont plus loin en considérant les États-Unis comme une nation sous-développée. Manfred Max-Niff, économiste chilien célèbre, affirme que 1% des Américains s'enrichissent tandis que les autres s'appauvrissent. Dans son interview, des centaines de milliers ou même des millions de gens dorment dans leur voiture garée dans un terrain vague. Selon Max-Niff, encore, le gouvernement américain dépense une somme colossale dans une guerre stupide et 13 000 milliards de yens pour sauver les spécialistes, mais pas un centime pour les sans-logis. Les guerres enrichissent bien sûr l'industrie de l'armement. Des entreprises comme Halliburton qui s'engagent dans la restauration du pays dévasté par les bombardements. C'est sûrement la puissance de ce pays, mais elle ne profite pas du tout aux citoyens ordinaires. Voyons un peu du côté des pays non anglophones de naissance. Je parlerai de l'Inde. En Inde, l'anglais est la langue officielle. Et ce pays connaît un développement rapide en matière dans le domaine de la technologie de l'information. Et Edo Kolo écrit dans Dynamisme de l'économie indienne, lumière, ombre. Elle dit l'industrie du logiciel n'est pas comme l'industrie manufacturière. Elle n'a pas une grande étendue. Et donc, l'industrie du logiciel n'est qu'une enclave créée par les élites pour les élites. Edouard Luce précise dans son livre consacré à l'Inde moderne, il précise que seul 0,25% de la population active indienne se trouve dans l'industrie de la technologie de l'information. Et elle ne peut pas sauver la plupart de sa population privée de travail. Et la chance que cela change sont très faibles. Donc, la société indienne est très inégale. Et à propos de la plupart de la population privée de travail, selon un rapport de l'ONU, 34,7% des Indiens gagnent moins de $1 par jour, ce qui veut dire que le tiers de la population a à peine 100 yens par jour pour vivre. L'usage de l'anglais comme langue officielle n'explique pas tout seul le développement économique de ce pays. Au contraire, en Inde, 75% des enfants n'arrivent même pas à la fin de la scolarité élémentaire. Et considérer l'anglais comme moteur de l'économie est une illusion totale. On peut même dire que l'anglais est un facteur générateur d'une société inégale et d'une pauvreté massive. Ce n'est pas seulement le cas de l'Inde, la situation est similaire aux Philippines, en Corée ou en Chine. L'anglais massacre aussi des langues mineures. Moi, je n'épiloguerai pas longtemps là-dessus, mais au sujet de la Corée, je vous recommande la lecture de Séoul. Je vous recommande de la lecture d'une série d'œuvres que je vous ai citées dans mon document. Ma troisième interrogation, la compétence en anglais égale la compétence internationale. Il y a deux illusions qu'on invoque souvent. Avec l'anglais, on peut voyager partout et on peut connaître tout. C'est vrai que si on va dans des hôtels de grand standing, il suffit peut-être de parler anglais pour aller dans le monde entier, mais dans des hôtels de bas de gamme, ça m'étonnerait que les gens parlent aussi souvent anglais. Et d'ailleurs, les Japonais ordinaires n'ont pas
beaucoup d'occasions de voyager à travers le monde et ils font souvent des voyages organisés, donc avec un guide. Donc, quelle que soit la destination, que ce soit à Berlin ou à Paris, les Japonais, en fait, n'ont pas besoin de parler la langue du pays. Il y a le guide japonais qui s'occupe de tout. Donc, apprendre une langue qu'on ne pratique jamais, ça me paraît inutile. Donc, on apprend peut-être, mais si on ne pratique pas, on oublie tout de suite. Alors, ça me rappelle un peu le tonneau des Danaïdes. Deuxième illusion, on peut connaître tout avec l'anglais. Et ce n'est vrai qu'à moitié. C'est vrai que les États-Unis sont la plus grande puissance économique. Ils comptent le plus grand nombre de prix Nobel. Donc on a tendance à avoir une illusion comme quoi l'anglais nous permet de connaître tout. Mais pour comprendre les nouvelles, les journaux rédigés en anglais ou les nouvelles anglophones, il faut une compétence très élevée. Quand j'ai donné une conférence dans mon département, il y a un professeur de lycée qui est venu me chercher. Il disait qu'il ne comprenait pas les journaux anglais. Donc, le professeur ne pratiquait pas ce qu'il recommandait aux élèves. Et les professeurs d'anglais commettent de plus grandes fautes, en fait, c'est de réduire la vision de l'apprenant ou même déformer la vision du monde, la vision du monde tel qu'il est présenté par les médias anglophones et réductrice, parfois même déformées. Ce sont des agences américaines qui sont à l'origine des informations qui circulent. Nous n'avons pas d'accès aux informations provenant d'Europe ni d'Asie. Par exemple, mes étudiants ne savent pas qu'en Europe, l'université ne coûte rien, le taux de natalité augmente en France parce qu'il y a une politique sociale développée qui soutient cette tendance, ou ils ne savent pas que les Allemands sont très écologique et ignorent complètement le succès des partis des Verts, du développement de centrales éoliennes. Ils ne savent pas que qu'il y a eu la mobilisation très forte de la part de population allemande contre la politique du gouvernement visant à exploiter encore les centrales nucléaires. Au Japon, les matchs de baseball entre les équipes américaines sont toujours diffusés. Mais il n'y a pas de nouvelles provenant d'Europe. Si seulement à l'université on peut enseigner le français et l'allemand comme il faut, cela permettrait aux étudiants d'accéder à des réalités, autre réalité que celle présentée par les médias anglophones. Donc, les médias provenant des agences anglophones défendent la réalité, le meilleur exemple étant la guerre en Irak. Le conflit est ramené maintenant en Afghanistan par Obama et l'image de l'islam est associée à celle des intégristes et à celle des terroristes par les médias américains, et les Japonais les prennent pour agents comptants. Si l'islam était intégriste, le christianisme le serait pas moins. Dans le sud des États-Unis, la théorie de l'évolution n'est pas enseignée parce qu'elle est considérée comme antibiblique. Et pour beaucoup, l'avortement est une profanation de la Bible, donc les gens pensent qu'un gynécologue pratique ce vice mériterait d'être tué, et il y a effectivement des cas d'assassinat. Et si j'ose continuer, Obama n'a même pas abrogé Patriot Act, il a même renforcé des procédures comme les écoutes ou des arrestations arbitraires. Il fait même pratiquer des tortures par des régimes dictatoriaux extérieurs.
Donc, plus on se sert de nouvelles diffusées en anglais ou du discours d'Obama comme outil pédagogique, plus on risque d'imposer aux apprenants une vision du monde déformée. Donc la compétence en anglais n'est pas du tout égale à la connaissance internationale. Par ailleurs, malgré, justement à cause d'eux, cet engouement pour l'anglais qu'on observe chez les Japonais, ils ignorent totalement leur pays voisin. Ils savent simplement que les Coréens, les Chinois n'aiment pas les Japonais. Un livre intitulé « La Corée, travailleurs pauvres, génération de 880 won et PAC, 880 won, il s'agit de leur revenu annuel que gagnent les jeunes entre 20 et 30 ans. Les 10% de la population jeune ont une emploi fixe. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un Coréen qui a traduit ce livre. Donc, ce n'est pas un Japonais. Quand on voit le volume des œuvres littéraires occidentales, c'est étonnant qu'on n'ait pas trouvé un Japonais pour traduire ce livre. On voit bien combien nos pays voisins, que ce soit la Corée ou la Chine, sont lointains dans l'esprit des Japonais. En fait, contrairement aux jeunes Japonais d'aujourd'hui, je croyais connaître ce qu'a fait le Japon en Corée ou en Chine, avant et pendant la guerre, mais j'ignorais complètement le détail du soulèvement de Gwangju ou du soulèvement de Jeju. Je ne regardais que l'Occident, surtout les États-Unis. Donc je suis bien placée pour dire que la compétence en anglais ne signifie pas du tout la connaissance internationale. Si la langue du non-voisin n'avait pas été reléguée à la périphérie, j'aurais pu élargir la vision du monde. Je le regrette beaucoup. C'est pourquoi le plurilinguisme est très important. Je vous remercie beaucoup.